Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et qu'il vous arrive des choses bien. Déjà, parlons ou attardons-nous sur la visite de l'ambassadeur russe. C'est que ça nous dit vraiment. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé à Bamako, mardi le 28 avril 2026. Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a reçu l'ambassadeur russe, accompagné d'une délégation militaire. La présidence malienne l'a annoncé officiellement et sur les réseaux, ça a immédiatement déclenché une vague de réactions. Certains y voient une victoire historique, d'autres un message fort à l'Occident, d'autres encore parlent de choc et de panique à Paris. Moi, quand je vois ce type de réaction, je me pose toujours la même question simple. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je dis bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et qu'est-ce qu'on peut en dire honnêtement? Parce que la réalité, elle est souvent plus intéressante que le récit qu'on en fait. Et elle mérite qu'on la regarde calmement. Voilà ce qu'on sait. Hier mardi, Assimi Goïta a reçu l'ambassadeur russe au Mali. Il était accompagné d'une délégation militaire russe. Selon le communiqué officiel de la présidence malienne, les deux parties ont évoqué la situation sécuritaire actuelle et les relations de partenariat entre Bamako et Moscou. L'ambassadeur a, selon ce même communiqué, réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme international. Il a également souhaité des succès aux FAMA et aux forces russes, en assurant que la Russie sera toujours l'ami du Mali. C'est ça, les faits. Une réunion diplomatique et militaire, un communiqué officiel, des déclarations d'engagement, voilà ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce que c'est exceptionnel? Maintenant, est-ce que c'est exceptionnel? Est-ce que c'est un message de choc, comme certains le disent? Honnêtement, et c'est là que je veux qu'on réfléchisse ensemble. Une rencontre entre un chef d'État et l'ambassadeur d'un pays allié, accompagné d'une délégation militaire, c'est de la diplomatie courante. Ça se fait tous les jours dans tous les pays du monde. C'est pas un truc exceptionnel. C'est la routine dans tous les pays du monde. Donc c'est pas à cause d'une visite qu'on va rester là dramatiser et créer du n'importe quoi pour déstabiliser quelqu'un. Ce n'est pas en soi un événement extraordinaire. La vraie question, c'est pourquoi ça se passe maintenant? Dans quel contexte? Et qu'est-ce que ça nous dit sur la réaction réelle entre Moscou et Bamako? Parce que le contexte, lui, est tout sauf banal. Le contexte est tout sauf banal. Le Mali traverse une période de sécurité extrêmement difficile. Les FAMA, les forces armées maliennes, mènent des opérations dans plusieurs régions. Gao, Sévaré et la région de Kidal, qui reste l'une des zones les plus instables et les plus disputées du pays. Kidal, d'ailleurs, c'est une région immense. Dire qu'elle est sous contrôle de qui que ce soit les FAMA, les groupes armés ou n'importe qui, c'est une simplification qui ne tient pas. La réalité sur le terrain est bien plus complexe, bien plus fragmentée. Les zones de contrôle changent, se chevauchent, évoluent également. Quiconque vous dit que Kidal est totalement sécurisé ou totalement perdu, vous racontez une histoire, pas la réalité. Dans ce contexte, la présence russe au Mali, c'est quoi exactement? Depuis le départ des forces françaises, Barkhane d'abord, puis le MINUSMA pour les Nations Unies, le Mali a officiellement fait le choix de se tourner vers d'autres partenaires. La Russie, via ce qu'on appelle le groupe Wagner, rebaptisé Africa Corps après la mort de Prigojine, est présentée au Mali depuis 2021. Cette présence est réelle, documentée, assumée par les deux gouvernements. Elle a été officiellement confirmée à plusieurs reprises. Donc quand l'ambassadeur russe réaffirme l'engagement de la Russie, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas un retournement,
c'est une continuité. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi les deux parties ont intérêt à rendre cette réunion visible, à la médiatiser. Et là, il y a plusieurs lectures possibles. Du côté malien, afficher le soutien russe en ce moment précis, c'est un signal politique clair. Nous ne sommes pas isolés, nous avons des alliés, nos choix tiennent. Dans une période de tension sécuritaire, c'est aussi une manière de rassurer l'opinion intérieure et de légitimer la transition. Du côté russe, maintenir une présence visible au Sahel, c'est stratégique. La Russie a des intérêts réels à être perçue comme un partenaire fiable sur le continent africain face à une influence occidentale qui recule dans plusieurs pays. Ce n'est pas du sentiment, c'est du calcul géopolitique. Les ressources naturelles, les routes commerciales, les bases d'influence, tout ça entre dans l'équation. Ce qui se passe au Mali s'inscrit dans un mouvement plus large qu'on observe depuis quelques années au Sahel. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont tous opéré des ruptures avec leurs anciens partenaires occidentaux et se sont tournés vers d'autres alliances. Ce phénomène est réel. Il traduit une vraie frustration populaire et une vraie réorientation politique. Mais ici, je vais être précis. Expliquer ce phénomène, ce n'est pas l'idéaliser. Ces transitions militaires ne sont pas des démocraties. Les libertés civiles y sont contraintes. Et les résultats sécuritaires concrets, la réduction effective du terrorisme sur le terrain, restent pour l'instant très difficile à mesurer de manière indépendante. Ce qu'on peut dire avec certitude, la situation sécuritaire du Sahel reste extrêmement grave. Les groupes armés, qu'on parle du JNIM, affiliés à Al-Qaïda, continuent d'opérer, continuent de frapper les populations civiles. Ça, c'est documenté par des organisations indépendantes, par l'ONU, par des observateurs locaux. Dès que les terroristes sont finis, parce qu'un ambassadeur a rendu visite à un chef d'État, c'est une conclusion que les faits ne permettent pas. Et là, je dois être direct avec vous. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est dit précisément dans cette réunion, au-delà du communiqué officiel. Le communiqué officiel, c'est de la communication, pas nécessairement de la transparence totale. On ne sait pas quelle est l'efficacité réelle des opérations conjointes Pharma Africa Corps sur le terrain. Les chiffres circulent, mais les sources indépendantes capables de les vérifier ont un accès très limité à ces zones. On ne sait pas non plus quelle est la durée de cet engagement russe, ni sous quelles conditions exactes ils se maintiennent. Les partenariats stratégiques ne sont jamais inconditionnels. Ils obéissent à des logiques d'intérêt que les deux parties n'ont pas vocation à rendre public. Ce qu'on peut observer, c'est une relation diplomatique et militaire active entre Moscou et Bamako. Ce qu'on ne peut pas conclure honnêtement, c'est que cette relation garantit une victoire imminente contre le terrorisme, ou qu'elle est désintéressée, ou qu'elle représente une panique de qui que ce soit à Paris ou ailleurs. Ces conclusions-là vont au-delà de ce que les faits disponibles permettent. Ce qui s'est passé à Bamako mardi, c'est un signal diplomatique dans une situation géopolitique qui évolue très vite. La Russie est présente au Mali, elle le dit, elle le montre. Le Mali assume ce partenariat, il le revendique. C'est une réalité qu'il faut comprendre sans la caricaturer dans un sens ou dans l'autre. Ni comme une révolution qui change tout, ni comme quelque chose d'insignifiant. Ce que j'essaie de faire ici, et c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est de regarder ce qui se passe sans que mon désir d'une bonne nouvelle ou d'une mauvaise nouvelle ne vienne colorier les faits. Parce que les populations du Sahel, elles, vivent cette réalité tous les jours. Elles méritent qu'on parle d'elles avec rigueur, pas avec des slogans. Jamais. Sur cette chaîne, ça ne se fait pas. On va droit au but, on dit ce qui est important, on ne dit pas ce qui n'est pas important. Alors, mes chers abonnés, mes chers téléspectateurs, je vais ainsi m'adresser premièrement à tous ceux qui me regardent et qui ne sont pas encore abonnés. Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui
vous empêche de vous abonner à cette chaîne. On continue à suivre ça et si des informations nouvelles, vérifiées, concrètes émergent, on en parlera sur une autre vidéo. Vous le savez bien, vous êtes les meilleurs. C'était votre humble serviteur de Paparazzi. Portez-vous bien.